Ohayo minasan! Aujourd'hui, votre dinosaure préféré va s'attaquer aux fonctions cognitives et on commence cette petite série de vidéos par travailler sur la mémoire, ou plutôt les mémoires. C'est tout de suite après cette courte page de publicité. Sérénité, plénitude, tranquillité, calme, visitez l'Antarctique. Le continent vous émerveillera avec ses paysages blancs, ses montagnes blanches, sa banquise blanche et ses manchots noirs. Le froid, le vent, la glace, oui, mais surtout, aucun humain pour vous casser les... L'Antarctique, pour une parfaite sérénité, loin de l'humanité. Je vais déjà commencer par remercier Chloé Desley, qui est étudiante en psychologie à Lille et qui nous a fourni le contenu de ce chapitre. Vous pouvez le retrouver sous forme de fiche sur notre site internet raptorneuropsy.com, ça s'affiche juste ici et le lien est évidemment dans la description. Mais avant de commencer, est-ce que vous vous souvenez du sujet de ce chapitre? Et tu serais pas en train de faire une blague un peu nulle sur le fait qu'on va aborder la mémoire? Je me disais bien. Certes, bon déjà, pour démarrer, difficile de parler de la mémoire, on parlera plutôt des mémoires, parce qu'elles sont nombreuses. Et pour décrire les différents systèmes de mémoire, rien de tel que commencer par les classer par leur temporalité, c'est-à-dire le court terme ou le long terme. Dans le court terme, on retrouvera le registre sensoriel, la mémoire à court terme et la mémoire de travail, alors que dans le long terme, on trouvera la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, procédurale et enfin la mémoire autobiographique. Le registre sensoriel capte l'information sur une durée de quelques millisecondes. Oui, c'est extrêmement court. Ce sera l'information qui nous vient de nos sens, comme les sons, les images ou les odeurs. A noter que les odeurs sont une information parmi les plus puissantes dans ce qui nous reste comme trace dans la mémoire. On pense par exemple aux Madeleines de Proust. Et juste après le registre sensoriel, on retrouve la mémoire de travail qui va stocker l'information sur quelques secondes seulement. Elle va nous aider à maintenir l'information sur le court terme avec une capacité assez réduite, on parle en moyenne de 7 éléments, et tout ceci va être sensible aux interférences. Le stockage est dit actif parce que la mémoire va prendre les informations, mais aussi les manipuler. Par exemple, ça va être se répéter l'information, je pense à un numéro de téléphone ou des informations dans une recette. Et c'est en quelque sorte un passage vers la mémoire à long terme pour les informations que l'on souhaite retenir. L'idée de la mémoire de travail vient surtout du fait que la mémoire qu'on considère à court terme est considérée comme plutôt passive. Cette mémoire de travail vient alors introduire l'idée d'une mémoire plus active avec la manipulation des informations. Pour faire une métaphore, disons que si on n'avait que cette mémoire-là... Ouais. Quant à la mémoire à long terme, elle a une capacité de stockage potentiellement illimitée. Les estimations de la capacité de stockage de notre mémoire à long terme est estimée à 1 pétaoctet. Pour vous aider à imaginer ce que ça représente, disons que c'est 1 million de gigaoctets ou 1000 disques durs d'1 téra. On va alors parler ici de Handel Tulving qui a consacré sa vie à l'étude de la mémoire à long terme. C'est un psychologue et neuroscientifique qui a parlé de mémoire épisodique, sémantique et procédurale, ce qu'on va décrire juste après. Et pour expliquer à quoi sert chacune de ces mémoires, on peut parler de ce qui se passe quand elles dysfonctionnent. La mémoire épisodique correspond aux souvenirs qui sont propres à nos expériences individuelles. Elle permet la reviviscence d'un événement, c'est-à-dire le revisualiser, et surtout, elle est accompagnée d'un contexte spatio-temporel, c'est-à-dire qu'on sait où et quand ça s'est passé, et on sait également quelles émotions on ressentait à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pensait, avec qui on était, bref, tout le contexte qu'il y a autour. En 1983, Tulving la décrivait comme la mémoire qui nous fait voyager dans le temps. Nom de Zeus! Lorsqu'elle dysfonctionne, il peut être difficile de se rappeler d'événements vécus. C'est des symptômes qu'on peut retrouver par exemple dans le cas de la maladie d'Alzheimer. La mémoire sémantique correspond quant à elle plutôt aux connaissances qui sont stockées. Il n'y a alors pas d'informations liées au contexte d'apprentissage, à cet aspect, comme je disais, spatio-temporel. C'est donc plutôt une conscience de savoir. On sait qu'on sait l'information, mais on ne sait pas forcément où on l'a appris. Par exemple, si je vous demande quelle est la capitale du Japon, vous allez me répondre sans aucun doute Tokyo. Pourtant, je vous mets au défi de me dire quand est-ce que vous avez su que la capitale du Japon était Tokyo et dans quel contexte vous avez appris cette information.
Lorsque ce type de mémoire dysfonctionne, on peut retrouver une détérioration des connaissances, une perte des connaissances de certains noms, de certaines personnes, de certains concepts. Et on peut retrouver aussi par exemple des difficultés à aller retrouver des mots qu'on connaît. Quant à la mémoire procédurale, c'est la mémoire du savoir-faire. Il n'y a pas de prise de conscience, on sait faire. Faire du vélo, nager, en sont de très bons exemples. Elle s'exprime donc dans les comportements automatisés que l'on ne peut pas oublier. C'est donc une mémoire inconsciente et automatique. Je vous propose une petite illustration pour y voir un peu plus clair. On vous présente ici l'organisation des mémoires dans le temps, du registre sensoriel jusqu'à la mémoire à long terme, et ensuite l'organisation des mémoires selon leur état de conscience, c'est-à-dire dans la mémoire à long terme, on part de la mémoire épisodique vers la mémoire sémantique, vers la mémoire procédurale qui est très automatisée. Quant à la mémoire autobiographique, c'est la mémoire des souvenirs qui nous sont propres et aussi des connaissances que l'on a sur nous-mêmes. C'est une mémoire qui va être composée à la fois d'une partie épisodique et d'une partie sémantique. Je m'explique. La partie épisodique concerne les souvenirs très importants, très ancrés de notre vie, dans lesquels on arrive à se replonger, c'est-à-dire toutes les premières fois, toutes les choses qui ont compté, tous les événements marquants comme un mariage, un diplôme, un accident grave, des choses positives comme négatives qui ont forgé notre identité, qui font partie de nous. Ce sont des choses dans lesquelles, comme pour la mémoire épisodique dont on a parlé, on peut se replonger pour revivre mentalement l'événement, ce qu'on appelle la reviviscence. On va donc arriver à se rappeler des émotions qu'on ressentait à ce moment-là, c'est comme si en fait on se remettait dans notre nous du moment où l'événement s'est produit. Dans le cas plutôt de la partie sémantique de la mémoire autobiographique, on retrouvera les connaissances qu'on a sur nous-mêmes, mais cette fois, comme pour la mémoire sémantique de base, sans le contexte spatio-temporel d'acquisition. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes quelqu'un d'honnête, de bavard, de têtu, d'attentionné, de gentil, de susceptible, etc., vous le savez, vous avez ces connaissances sur vous, mais vous n'êtes probablement pas capable de savoir quand vous l'avez su. C'est des compétences, c'est des connaissances qui se sont ancrées et qui sont dénuées de ce contexte. Bref, ce sont des connaissances générales sur nous-mêmes, mais qui ne sont pas associées forcément à un souvenir spécifique. Et il y a encore probablement tout un tas de choses à dire sur la mémoire, mais on va un peu devoir vous laisser sur votre faim, déjà parce que j'ai la dalle. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo consacrée aux différentes capacités attentionnelles, aux fonctions exécutives, à la cognition sociale, à la métacognition, aux praxis, aux gnosies, aux fonctions instrumentales, au langage... Bref, il nous reste un milliard de choses à voir avec le Raptor Neuropsy, donc je vous dis à très vite pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne fin du monde, un bon confinement. Comme ça, je reprends bien tous les contextes. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, sayonara!